Bonsoir à tous, ravi de vous voir aussi nombreux. Ça fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu rentrer, malheureusement, pour cette soirée un peu exceptionnelle, enfin pour ces 2 jours exceptionnels, autour des films palestiniens. Je suis vraiment très heureux ce soir parce que c'est la première fois qu'on présente donc ces programmes qu'on a montés à la Cinémathèque autour de films qui sont arrivés à Toulouse il y a quelque temps. Donc on va revenir sur l'histoire de ce projet qui est un projet de sauvegarde de films palestiniens. On va essayer de vous raconter tout ça, mais une aventure qui a été assez longue. Et ce soir, donc, c'est une étape importante pour nous. Il y a eu un premier programme qui a été montré en septembre dernier à l'Institut du monde arabe à Paris. Et voilà, ce soir, c'est la première fois qu'on va pouvoir donc partager avec vous, revenir sur l'histoire du cinéma palestinien, en particulier le cinéma palestinien de la période 67 à 82, on va dire. Et puis, on va revenir sur ce projet d'archives, sur cette question de films qui ont été tournés à cette époque, qui ont disparu et puis qui renaissent aujourd'hui, en tout cas qui vont être plus facilement montrés aujourd'hui. Voilà, c'est le projet qu'on porte et on va vous en parler. Cette soirée donc s'inscrit aussi dans le cadre de Cinéma Palestine. Donc je vais bien sûr passer d'abord la parole à Janine qui arrive, voilà, pour vous parler quand même aussi du programme du festival, puisque c'est un partenariat qu'on a avec le festival et c'est dans ce cadre-là qu'on vous présente donc ces programmes et ces 2 jours. Merci. Bien. Eh ben, c'est encore une belle salle. On a, depuis le début, vous êtes vraiment très nombreux et on est ravis de vous accueillir. Donc, merci à vous d'être parmi nous. Donc, je vais remercier la Cinémathèque parce que c'est un beau partenariat et en plus, cette année, c'est quand même 2 jours très particuliers et qui est nécessaire pour le cinéma palestinien. Donc, merci à vous. Merci, en fait, je vais aussi dire merci à l'équipe de Balma, parce qu'on a été quand même pas mal en contact avec Francesca et ses collaborateurs. Merci beaucoup pour l'attention et je pense que l'équipe Ciné Palestine a aimé travailler avec vous. Donc, on est honoré de la présence de Monsieur Karamali, qui représente le ministère de la Culture palestinien. Merci beaucoup d'être venu. On remercie bien évidemment Leïla Chaïd, qui est la figure féminine de la Palestine qu'on connaît ici. Merci beaucoup, Leïla, d'être là. Merci aussi à Radijé Abajné, qui a fait un gros travail, mais je pense que Franck et la Cinémathèque en parleront encore mieux que moi. Merci Radijé d'être là. Merci Hugo d'être avec nous. Hugo a fait un gros travail, une thèse sur le cinéma palestinien de l'époque qu'on va présenter, que la Cinémathèque va présenter sur les 2 jours. Donc nous sommes vraiment honorés d'avoir nos invités. Merci encore une fois. Donc dans la salle, je pense qu'il y a un jeune réalisateur, Bachar Zaharour. Il y a aussi Mahasen Nasser Aldin de l'université Dar al-Khalima. Elle doit être par là. Elle est au fond, d'accord. Et bon, voilà, ce sont des invités pour la 10e édition. On a eu cette année, on a voulu donner cette année un éclat particulier. Et donc, vous pouvez rencontrer sur les 10 jours, ça a déjà commencé, 22 invités qui nous font l'honneur d'être là et qui ont du travail remarquable à présenter. Donc, oui, je vais juste dire qu'on est aujourd'hui à la moitié de la 10e édition. Donc, je vous invite à regarder le programme qui est vraiment très riche. Et parce que, bon, je crois qu'on a vraiment besoin d'images, on a besoin de cinéma
et on a besoin de culture, plus que jamais. Donc surtout, ne vous privez pas de cette occasion unique, une fois par an, sur 9 jours, d'aller en Palestine à travers les cinéastes, à travers leur art. Donc, prenez le programme et continuez la route avec nous. Voilà. Oui, oui, ils sont là, c'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà, je vais terminer mon petit mot en vous disant que nous tenons à saluer et apporter tout notre soutien à nos amis de Gaza ou bien à nos amis palestiniens de Cisjordanie qui subissent depuis des mois des bombardements incessants, chassés d'un endroit vers un autre à la recherche de nourriture, de soins. Bon, voilà, je ne vais pas en dire davantage, mais sachez que nous sommes très préoccupés par la situation à Gaza. Et voilà, je vais terminer mon introduction. Voilà. Et donc, l'équipe de Ciné Palestine se joint à moi pour dire cessez le fait immédiat et retrouvons toute notre humanité. Merci beaucoup. Merci à la Cinémathèque de nous accueillir. Merci Janine pour ces mots évidemment très importants. Et on est bien sûr tous derrière ce que tu viens de dire. Alors je reviens maintenant donc sur ce projet. Je vais essayer d'être très court parce que beaucoup de choses va être dit après moi. On boucle la boucle d'une manière ou d'une autre parce que première rencontre avec Khadija Habashné, c'était en 2018 dans le cadre de Ciné Palestine. Voilà, donc c'est grâce à nos amis Ciné Palestine, grâce à Samir, qu'on a rencontré Khadija qui cherchait à l'époque un partenaire, une cinémathèque, une archive pour l'aider à abriter les films qu'elle avait patiemment rassemblés pendant plusieurs années. Film palestinien, je vais y revenir. Et voilà, on a commencé à discuter. J'ai retrouvé Khadija ensuite à Jérusalem en 2019. Et là, c'était encore un peu plus avancé dans notre réflexion sur cette idée que la Cinémathèque de Toulouse pouvait devenir un partenaire pour ce travail de conservation et de numérisation de ces films, puisqu'il y a bien les deux dimensions dans le projet. Et puis on a continué à avancer. Nous sommes allés ensuite avec Francesca Bolzano à Amman et au Caire, où étaient stockés ces 40 et quelques copies de films. On a fait une expertise pour voir dans quel état ces films étaient, et on a évidemment tout de suite alerté Khadija en lui disant que l'état de ces films, de certains de ces films, était très critique et qu'il fallait vraiment intervenir très vite si on voulait sauver quelque chose et si on voulait que la numérisation soit possible, parce que si le support est trop fragile, évidemment la numérisation n'est pas envisageable. Voilà, les choses se sont mises ensuite en place. Le travail diplomatique a été très long. Ça s'est fait avec le Consulat général de France à Jérusalem, des partenaires en or qui ont vraiment soutenu le projet et qui continuent à le soutenir, ça je dois le dire. La France est présente, voilà. Et ensuite nos amis du ministère de la Culture palestinien, donc Karamali qui représente le ministère aussi, c'est vraiment formidable de se rencontrer. Moi, j'ai rencontré le ministre de la Culture à l'époque qui a vraiment beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait un lieu pour abriter ces films, mais que dès que ça serait possible, ces films devraient revenir à Ramallah. Et c'est bien ça qu'on a signé comme accord, c'est qu'ils seront à Toulouse le temps qu'il faut, et ensuite ils pourront repartir à Ramallah quand une cinémathèque digne de ce nom pourra exister. Donc le Consulat général de France à Jérusalem, le ministère de la Culture palestinien, le Fonds culturel palestinien, et dernièrement nous a rejoint également la Fondation Art Jamil à Jeddah, en Arabie Saoudite, des partenaires aussi très très forts, très puissants, une fondation culturelle extrêmement importante et assez étonnante. Et ces films aussi, je l'espère, pourront être montrés à Jeddah dans la nouvelle salle de cinéma qui est ouverte dans le cadre de cette fondation culturelle. Donc beaucoup de partenaires, c'est un projet qui a été très long à monter, un budget à réunir bien sûr, pour faire venir ces films d'Amman
et du Caire. Ils sont arrivés donc il y a un an à Toulouse, un peu moins d'un an peut-être. Et ensuite, on a commencé le travail avec les équipes de Balma, avec les équipes de Francesca, sur le travail donc technique de numérisation. Et je peux dire aujourd'hui que tous ces films, donc 34 films, ont été numérisés par la Cinémathèque de Toulouse, numérisés, pas restaurés, c'est très différent, vous le savez. Si un jour on veut restaurer certains de ces films, ça sera possible. Mais le travail qu'on a fait, c'est la numérisation qui va nous permettre, c'était ça aussi l'objectif, le deuxième objectif dans ce projet, de pouvoir faire circuler à nouveau ces films. Alors, tous ces films ne sont pas des films rares. Beaucoup d'ailleurs de ces films, vous pouvez les trouver sur Internet, pas forcément dans les mêmes versions, mais vous pouvez voir des images. Mais on peut dire qu'il y a 7-8 films qui sont, on va dire, un peu plus rares et qui pourront donc partir de Toulouse pour être montrés dans d'autres institutions, dans des festivals. Et ça, c'est le travail qui va commencer maintenant. Donc ça va être aussi une deuxième étape passionnante, la question de la circulation et de la diffusion de ce patrimoine. Donc nous ne sommes pas propriétaires de ces films, nous ne sommes pas maîtres de cette histoire, mais voilà, on est un petit maillon dans cette chaîne pour faire revivre ces films, pour aussi qu'ils trouvent un autre public et que beaucoup, comme vous ce soir, comme nous, on va pouvoir redécouvrir aussi cette mémoire, cette histoire. C'est un travail pour la mémoire et pour l'histoire, tout simplement. Et moi, je suis très fier que la Cinémathèque de Toulouse, que Toulouse soit au cœur de ce projet, qui est un projet d'envergure internationale et qui nous réunit ce soir aussi nombreux. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. C'est vraiment une étape très importante. Alors après, il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé avec nous. Je salue Asma, qui est là, qui va traduire Radija. Asma est de Gaza. Et Asma était très précieuse parce qu'il fallait vraiment qu'on ait quelqu'un qui nous aide à rentrer dans ces films. La langue, bien sûr. On était incapable, bien sûr, de comprendre ce qui était dit, sauf des films, vous allez voir, il y a des films qui sont tournés en anglais. Donc il fallait quelqu'un qui connaisse la langue et quelqu'un qui nous aide aussi par rapport à la documentation sur tous ces films. Donc Asma a travaillé avec nous et a fait tout ce travail. Et voilà, et là on commence le travail de diffusion et j'espère qu'il y aura d'autres moments avec d'autres publics autour de ces films. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Ce sont des films, donc vous avez compris, essentiellement des films militants, d'accord, qui ont été tournés dans les années 60, 70, début des années 80. Donc c'est très particulier, on va revenir sur cette question du cinéma militant, sur ce moment aussi d'histoire très particulier et la création de cette unité de cinéma palestinien dont l'un des fondateurs est Moustapha Abou Ali, qui est donc le mari de Radija Habashné. Donc on pense bien sûr à tous ces gens, bien sûr, certains ne sont plus là, bien sûr, qui ont travaillé pour rendre visible ce peuple palestinien, parce que c'était ça aussi le but de la création de cette unité, mais ça va être, je pense, mieux dit dans un moment. Donc rendre visible ce peuple palestinien qui prenait la caméra et pour montrer au monde qu'il était bien là, qu'il existait. Voilà ce que je peux dire très rapidement. Je remercie bien sûr tous les partenaires qui nous ont accompagnés et on va, croyez-moi, continuer à travailler sur ce fond, continuer à travailler sur ce film, continuer la recherche. La prochaine étape, ça sera aussi certainement la création, l'organisation d'un colloque qu'on fera certainement à l'Institut du Monde Arabe à Paris, autour de tous les gens qui ont travaillé sur ces films depuis des années, parce qu'il y en a d'autres, il n'y a pas que la Cinémathèque de Toulouse. Donc on réunira aussi ces gens pour un moment de recherche et de discussion. Voilà, donc pour vous dire qu'on est au début de quelque chose et que la Cinémathèque va être très présente sur ce terrain et va continuer à accompagner ces films. C'est très important pour nous de le marteler parce qu'on croit trop souvent que la Cinémathèque de Toulouse, c'est une histoire qui concerne que la région. Je m'adresse à Pierre Lacaze. Je sais qu'il connaît la Cinémathèque et il connaît son projet, mais c'est vrai que la Cinémathèque, elle a une dimension international, j'arrête pas de le dire, et là on a bien la preuve aujourd'hui que c'est un projet de films qui sont évidemment dans l'histoire très loin de ce qu'on est, c'est pas notre histoire, mais voilà, c'est formidable de rencontrer ces partenaires, de rencontrer ces gens, de rencontrer celles et ceux qui ont vécu aussi cette histoire en direct et qui vont nous en parler maintenant. Donc j'accueille Leïla Chaïd, ancienne représentante de l'OLP en France, ancienne ambassadrice de la Palestine à l'Union européenne. Merci Leïla infiniment d'être là. Merci beaucoup. Radija Habashné, réalisatrice, et qui a aussi été la coordinatrice, la directrice de la Cinémathèque qui existait à l'époque à Beyrouth. Et puis Asma, donc, qui va traduire
voilà, et Hugo Darroman, qui est enseignant-chercheur et qui a donc fait cette thèse sur le cinéma révolutionnaire palestinien. Et donc c'est Franck Lubet qui va animer cette rencontre, avec Samir également qui va être présent. Merci beaucoup. Et puis bien sûr, on va parler aussi des films qui vont être montrés sur ces 2 jours. Ok. Et pourtant, ils existent. J'ai envie de commencer par là, donc pour reprendre en fait cette phrase de Golda Meir, reprendre un film que Mustapha Abou Ali a réalisé en écho justement à cette fameuse phrase qui était les Palestiniens n'existent pas. Le film c'est They Do Not Exist. Et pourtant, ils existent, et pourtant, ils et elles existent, les Palestiniens, les Palestiniennes, et pourtant, ils existent, ces films palestiniens qui ont été confisqués, qui ont été volés à Beyrouth en 1982. On va parler de mémoire. J'ai envie de dire, il n'y a pas de lutte sans mémoire, et les Palestiniens l'ont bien compris, ils l'ont réalisé à travers leur cinéma, et la mémoire est une lutte, et c'est encore justement ce qu'on essaye de faire, de lutter justement pour la mémoire. Donc ce que je vous propose, c'est en fait deux temps, mais qui sont quand même conjoints. Commencer par revenir un peu sur un contexte, et Leïla, si vous voulez bien revenir sur ce contexte géopolitique, et disons de la Nakba jusqu'en 1982, hein, pour circonscrire au sujet qui est le nôtre aujourd'hui, et puis ensuite Radijé et puis Hugo pour nous parler de ce cinéma militant et comment voilà, on rentrera plus dans le détail. Leïla, si vous voulez bien ouvrir, s'il vous plaît. Voilà, merci Franck. Vous êtes habitué à me voir parler de tout sauf de cinéma, et encore moins d'archives. Et donc, je suis là parce que je voudrais fêter avec mes amis de Ciné Palestine leur 10e anniversaire, parce que je trouve que c'est un magnifique festival que je fréquente depuis peu, mais qui m'impressionne beaucoup. Et pour féliciter la Cinémathèque d'un projet qui est, comme a dit Franck, un projet international. Lorsqu'on était à Lima, j'ai dit devant Jacques Lang, c'est quand même extraordinaire que de Paris, Londres, New York, c'est Toulouse qui fait le projet de sauver les archives cinématographiques palestiniennes. Ça montre qu'on peut être une petite ville avec de grandes ambitions. Alors, parce que je suis très fatiguée, parce que comme vous tous, les événements de Gaza nous ont brisé le cœur et qu'on a du mal à trouver des mots, j'ai préféré écrire ce que Franck m'a demandé. Ça veut dire de mettre dans le contexte historique, politique, ce qui a amené ces films, ce qui a amené Khadija, Mustapha Abou Ali, Hani Joharieh, tous les cinéastes qui ont fondé avec elle et son mari l'Institut à le faire. Pardon? Oui, oui, bien sûr, je vais essayer de ne pas trop bouger. Et donc, alors, comme a dit Franck, le projet n'est pas seulement de mettre en digital les films, mais aussi de les restaurer, sauf restaurer aussi demande beaucoup d'argent et beaucoup de moyens, mais on compte sur vous et j'espère que nous, on pourra vous aider, le public pourra vous aider à trouver les moyens vraiment de faire aussi la restauration, parce que moi j'ai déjà vu la plupart des films, certains ont vraiment besoin de restauration, pas seulement de numérisation. Et donc, je voudrais dire que Mustapha, le mari de Khadija, a beaucoup de mérite. Je l'ai connu il y a 50 ans. On est vieux maintenant. Il y a 50 ans, d'avoir pensé à l'idée d'un institut du cinéma. Vous savez, c'est très difficile pour un pays qui n'a pas d'État
pour des cinéastes qui n'ont pas un CNC pour produire, de se lancer dans une aventure comme un institut. Ça veut dire de trouver les moyens de produire eux-mêmes les films et de faire tout le reste. Et ce qui est extraordinaire, et c'est pour ça que Franck en a parlé, mais il faut remémorer, j'espère que Khadija vous en parlera, sans le soutien de la solidarité internationale, les Français, les Japonais, les Allemands, les Américains, jamais l'Institut n'aurait pu survivre. Ils ont été très aidés par leurs amis qui étaient comme eux, pas du tout institutionnels, qui étaient des cinéastes et qui, dans une période qui était beaucoup plus révolutionnaire qu'aujourd'hui, les cinéastes révolutionnaires s'entraidaient. Et donc, je voudrais dire que cette solidarité à travers le cinéma est une très belle chose et que vous allez voir, même si pour certains, ce n'est déjà pas le même style qu'aujourd'hui, ça représente une période historique importante. Alors, ce que je voudrais dire que les deux activités majeures pour ressusciter le cinéma palestinien, c'est les documentaires avant tout. Moi, je dirais de 60 à 80. Ça veut dire un peu avant la guerre du Liban et un peu avant la guerre de 67. Et personnellement, je n'aimerais pas employer le mot les archives en exil, parce que ce n'est pas les archives qui sont en exil, c'est nous qui sommes en exil. Et les archives, elles ont été pillées à Beyrouth, pillées par l'armée israélienne, pillées par les phalangistes. Et donc, je trouve que c'est encore plus grave qu'en exil, parce que l'exil peut être un auto-exil. Ce n'est pas le cas des films palestiniens. Et donc, c'est Khadija qui les a sauvés en revenant chercher partout des traces, au Caire, à Tokyo, à Paris, là où elle trouvait justement des amis qui avaient aidé les cinéastes palestiniens à lui donner des copies de ces films faits il y a 50 ans. Donc, je voudrais commencer par parler effectivement de celui que vous allez voir en premier tout à l'heure, qui s'appelle Exodus. C'est intéressant, vous savez que le premier film qui a fait connaître le mouvement sioniste s'appelle Exodus, parce que c'était le nom du bateau qui amenait les immigrés fuyant l'Europe, certains fuyant les camps nazis, pour venir. Il s'appelait Exodus. Et donc, ce n'est pas un hasard si ce film qui raconte la Nakba, ça veut dire la catastrophe de 1948, le nom du film, c'est Exodus. Vous le verrez tout à l'heure. Mais la colonisation de la Palestine sous le mandat britannique a commencé avant. Et les Britanniques, qui étaient les premiers colons avant les Israéliens, parlaient de l'installation d'un foyer national juif. On n'avait jamais employé ce terme de foyer national. Un foyer, je cite, la Grande-Bretagne souhaite installer un foyer national juif en Palestine sans, pour les guillemets, porter atteinte aux populations non juives en Palestine. On était acculés à être uniquement les soi-disant populations non juives. Or, nous étions peut-être 1 million, il y avait peut-être 300 000 juifs en Palestine. On nous a traités uniquement de la population non juive. Donc, c'était en fait une énorme supercherie de la part de la Grande-Bretagne, parce qu'elle n'a pas le droit, en tant que pays mandataire, de donner à un autre pays la souveraineté sur le pays sur lequel elle est mandataire, comme la France l'était, par exemple, en Syrie. Et donc, je pense que ce mensonge est en train de commencer grâce aussi aux archives. Nous avons hier vu un très beau film israélien à Utopia qui s'appelle Tantoura, et la vérité commence à apparaître aussi grâce aux archives. Moi, je considère que l'histoire telle qu'elle est racontée par le mouvement sioniste est peut-être le plus grand mensonge du siècle. On peut analyser longtemps pourquoi, quelquefois en trouvant des excuses, d'autres fois parce que malheureusement, dans le rapport de force, on était bien sûr les plus faibles et nous n'avions pas les moyens ni de faire des livres ni des films. Alors cette colonisation dont je parle, que les Anglais ont commencé, était un acte très spécial parce que Ben Gurion, je suis très contente d'avoir trouvé cette citation, Ben Gurion, en faisant en 1948 un grand discours pour annoncer qu'ils étaient en train de conquérir la Palestine, dit à ses officiers de l'armée qui s'appelait la Haganah, avant de s'appeler l'armée israélienne. Il dit, il faut
une gigantesque opération de nettoyage ethnique, faire partir les Palestiniens, habitant depuis des centenaires en Palestine. Il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait beaucoup de juifs qui se considéraient des juifs palestiniens, et musulmans bien sûr, pour installer des communautés juives au début des communautés ashkénazes européennes et plus tard plutôt séfarades. C'est ce que nous appelons la colonisation de peuplement. Vous savez, il n'y a pas une forme de colonisation. Il y a de la colonisation, comme par exemple vous avez vu en Algérie, par la France, dans d'autres pays où les colons sont finalement partis. Mais la colonisation de peuplement, à part les Indiens d'Amérique, on n'en connaît pas. Et la Palestine, parce que c'est en fait un échange de peuples. Ça veut dire qu'on fait partir un peuple par différents moyens et on amène un autre peuple à sa place. Et c'est ce qu'on appelle donc le nettoyage ethnique qui recommence maintenant à Gaza. Rappelez-vous qu'on le dit toujours que maintenant il y a un nettoyage. On fait partir les gens pour amener d'autres à leur place. Et donc, pourquoi les archives ? Les archives sont très importantes parce que, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont déjà un peu étudié la question palestinienne, le slogan du mouvement sioniste depuis 1920, c'est « un peuple sans terre pour une terre sans peuple ». Alors, bien sûr, le peuple sans terre, c'est le peuple juif, mais la terre, soi-disant, sans peuple, c'est la Palestine, sauf qu'elle n'a jamais été un désert. La Palestine était habitée depuis avant la Bible. Et donc, ce slogan a très, très bien marché. Une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et donc, les archives étaient très importantes pour montrer que ce n'est pas vrai que c'était une terre sans peuple et que les archives montrent justement ce peuple qui ressemble à tous les peuples du monde avec toutes les classes sociales et toutes les professions. Et donc, je dirais que cette terre qui était arabe et qui incluait des juifs arabes, des chrétiens arabes, des musulmans arabes, s'est retrouvée occultée, comme si elle n'a jamais existé, comme si c'était un désert. D'ailleurs, ils ont inventé un autre slogan, « On va aller là-bas pour faire fleurir le désert ». Et pour ceux qui ont vu le très beau film de notre ami Eyal Sivan, ils vendaient plus d'oranges à l'époque en Palestine que maintenant. Et donc, je trouve que cette citation est glaçante, surtout à la lumière de ce qui se passe à Gaza, lorsque Ben Gurion dit qu'il faut tous les massacrer et tous les expulser. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui à Gaza. Il y avait à l'époque peut-être 1 million de Palestiniens, juifs, chrétiens, musulmans. 2 tiers, 700 000, ont été expulsés de Palestine. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les réfugiés palestiniens. Et donc, tous n'ont pas été nécessairement massacrés, mais assez étaient massacrés pour effrayer ceux qui ne l'étaient pas, comme à Deir Yassin ou à Tantoura, le film qu'on a vu hier. Et donc, on appelait par haut-parleur les gens en leur disant « Si vous ne voulez pas finir comme les habitants de Tantoura et de Deir Yassin, partez ». Et donc, les gens partaient à pied. Comme aujourd'hui à Gaza, vous les voyez avec leurs baluchons et leurs valises et leurs enfants sur le dos, ils partaient à pied vers les frontières les plus proches, ça veut dire les frontières du Liban, de la Jordanie, de la Syrie, et pour trouver un endroit pour se réinstaller. 580 villages palestiniens dans la Palestine historique, mandataire, qui est aujourd'hui Israël, ont été détruits parce qu'il faut que vous sachiez, lorsqu'on détruit les villages des réfugiés, les réfugiés ne peuvent pas revenir. Où ils vont aller? Sur les ruines de leur village, donc ils ne reviennent pas. Ils cherchent un autre pays pour aller s'installer. Et donc, 580 villages palestiniens furent détruits et leurs habitants ont eu exactement le même sort que les réfugiés de Gaza aujourd'hui. Et on se demande, ces réfugiés de Gaza, où ils vont aller lorsque les Américains et les Israéliens disent qu'ils vont revenir chez eux. Mais il n'y a plus de chez eux, puisqu'on a littéralement détruit 70% de la ville de Gaza. Donc, je dirais que pour pouvoir effacer ce crime originel, comme l'appelle Dominique Vidal, le péché originel,
dont on parle aussi dans Tantura, ça veut dire le fait qu'on a volontairement fait partir les gens pour coloniser la terre et pour amener une autre population, ça veut dire le nettoyage ethnique dont parle le plus grand historien israélien qui s'appelle Ilan Pappé. On le voit dans le film Exodus que vous allez voir tout à l'heure. Et vous allez voir comme c'est difficile en 24 heures de tout perdre, comme vous voyez maintenant un peu, lorsque vous voyez, parce que sur les télévisions françaises, on ne voit pas beaucoup la réalité de Gaza. Et c'est toujours dans Exodus. Et la phase d'après, qui est presque miraculeuse, après la phase de l'humiliation, parce que, vous savez, maintenant, on leur jette de la nourriture qui tombe dans la mer, soi-disant pour leur permettre de manger, au lieu d'ouvrir le point de passage de Kerem Shalom, qui est un point de passage israélien, ou le passage de Rafah, ou le passage de Erez au nord, ils leur jettent des baluchons de nourriture, les Américains, les Français aussi, et les Égyptiens, comme s'ils étaient des mendiants, et le 3/4 du temps, ça tombe dans la mer, et donc c'est immangeable. Et donc, il y a eu une sorte de miracle, c'est-à-dire que les réfugiés se sont ressaisis. On est en 64, donc on est vraiment pas très loin de 48 et de la Nakba. Avant la guerre, ils reprennent les armes et ils décident que personne ne va les aider, les Nations Unies, ni les Américains, ni les Français, et ils lancent leur propre lutte armée, comme tous les mouvements de libération au Vietnam, en Algérie, en Afrique du Sud. Et donc, Fatah, qui était le premier organisme, la première organisation palestinienne, ouvre une unité de cinéma qui s'appelle l'unité du cinéma de Fatah avec Khadija et Mustafa. Et il commence donc vraiment de manière autodidacte à travailler, bien que plus tard Mustafa va en Angleterre et suit des études de cinéma. Alors, je trouve que je retrouve d'où j'ai trouvé la citation pour que vous sachiez qu'elle est très sérieuse. La citation de Ben Gurion, elle vient de son biographe officiel qui s'appelle Michael Ben Zohar, si vous voulez la retrouver. Et Golda Meir, de son côté, encore une spécificité de cette question de Palestine, dit que les Palestiniens n'existent pas. Tu en as parlé tout à l'heure. Et alors, il y a plein de gens qui croient au Golda Meir, bien sûr. Elle est considérée comme étant le chef d'État. Et donc, les archives, c'est une des manières de répondre à tous ces mensonges, parce que la parole ne suffit pas. On peut dire pendant des années, ce n'est pas vrai, il y avait un peuple, mais il faut le montrer, parce que la Palestine n'a pas été seulement occupée sur le plan militaire. Elle a été engloutie. Celui qui parle le mieux de ça, c'est l'historien palestinien Elias Sambar. Elle a été, on dirait, engloutie, happée. Ils ont même changé le nom des villes. Ils ont tout changé, même la physionomie urbaine des villes. Parce qu'il fallait faire disparaître la Palestine. Et pour ça que moi je dis, ce n'est pas seulement un génocide, c'est plus grave, c'est un ethnocide. Il y a beaucoup de chercheurs britanniques qui ont travaillé, et même un Israélien qui ont travaillé sur cette idée, que c'est détruire la culture, l'histoire, la mémoire et l'identité. Quelquefois, c'est plus difficile que de tuer une personne, parce que lorsqu'on tue tout ça, on détruit un peuple en entier. C'est ce qu'ils sont en train de faire à Gaza aujourd'hui, malheureusement. Voilà, donc vous allez voir ce deuxième film qui s'appelle Fatah, qui est fait en 68, et qui va montrer qu'ils sont passés, alors vous allez me dire, mais ils entraînent des petits gens à tirer, et c'est de la violence. Oui, mais ces gens avant, ces jeunes gens, étaient des pauvres réfugiés qui mendiaient l'aumône aux portes des bureaux des Nations Unies. Donc, ils avaient besoin de retrouver une forme de dignité, de fierté. Et donc, le fait qu'ils vont, une fois que vous allez voir dans le film, une formation militaire, ça leur donne le sentiment qu'ils récupèrent leur dignité. Alors, j'ai remarqué, en regardant tous ces films, parce que je re-regardais tous les films, parce que je ne les avais pas vus depuis 50 ans, et j'ai remarqué qu'il y a un film pour chaque période historique. Comme si le cinéma, les cinéastes palestiniens de l'Institut avaient décidé, sans moyens, sans État, sans producteurs, sans scénaristes, d'inscrire la phase historique dont on parle, que ce soit l'exode ou la lutte armée ou plus tard les guerres, par un film.
Alors, quelquefois, il fait 20 minutes, quelquefois, il fait 30 minutes, quelquefois 12 minutes. Mais je trouve que le cinéma joue un rôle très important parce qu'il rend visible l'histoire des Palestiniens. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'histoire des Palestiniens a commencé le 7 octobre. Or, ça a commencé il y a 75 ans. Et donc, le cinéma, avec les archives qu'il a, dont vous verrez une partie, et c'est très intéressant de voir ça, c'est très bien pour toi, Hugo. Ça veut dire que dans le cinéma moderne, le plus moderne et le plus internationaliste, on emploie beaucoup d'archives anciennes, sur la Palestine en particulier. Et donc, c'est pour ça que ce travail que vous faites ici est tellement important. Et malheureusement, elle va vous raconter, je ne vais pas prendre son temps, elle vous racontera pourquoi ils ont été détruits et pillés. Voilà, je pense que les archives, c'est aussi l'identité des peuples. Vos archives, c'est votre identité. Et dans les archives, il y a des écrits, il y a des photos, il y a des films, il y a de la musique. Tout ça, c'est des archives. Et un peuple qui n'a pas d'archives n'a plus d'identité, n'a plus de mémoire, n'a plus de passé. Et aujourd'hui, vous devez savoir qu'à Gaza, qui prétend qu'on bombarde uniquement les militants du Hamas, soi-disant terroristes, ils ont bombardé 5 universités complètement, les archives des 5 universités, les archives de la ville de Gaza, les sites archéologiques sur lesquels la France a beaucoup travaillé et qui sont très importants, qui remontent au pharaon et à une période très riche à Gaza, qui est la période byzantine, avec de magnifiques églises byzantines et des mosquées. Peut-être la première église de Palestine est à Gaza. Et le cinéma de nos amis de l'Institut du cinéma palestinien, en faisant ces films qui racontent des bouts de l'histoire palestinienne, parce qu'il y a, vous savez, les Palestiniens, après 1948, se sont retrouvés une partie en Israël, une partie au Liban, une partie en Jordanie, une partie en Syrie, une partie à travers le reste du monde. Et le cinéma a rattaché ces parties qui étaient dispersées pour raconter la même histoire, parce que les gens n'avaient pas de téléphone mobile, il n'y avait pas de poste. Et donc, le cinéma a aussi retissé le lien entre les différentes communautés palestiniennes. Et ça, c'est une des fonctions très importantes que vous retrouverez dans les films. Alors, je voudrais rendre hommage, en particulier à quelqu'un qui n'est pas parmi nous, qui a été une des personnes solidaires, qui a permis aux Palestiniens, avec ses camarades, de faire des films, c'est Guy Chapouillet. Guy Chapouillet, votre ancien directeur de l'école de cinéma de Toulouse, qui est malade malheureusement, qui ne peut pas être là, avec Serge Le Perron, qui a fait un autre film il n'y a pas longtemps sur le livre de quelqu'un qui m'est proche, Jean Narboni, qui est le directeur de la Cinémathèque parisienne, Daniel Dubroux, qui n'est malheureusement plus parmi nous, et Ali Akira ont fait le premier film sur la Palestine qui s'appelle L'Olivier. Et moi, je pense, oui, voilà, alors tu t'en rappelles, l'Olivier. Alors, et qu'est-ce qu'il y avait comme sous-titre? Qui sont les Palestiniens? C'est un film d'il y a 55 ans et il s'appelle L'Olivier, qui sont les Palestiniens? Alors aujourd'hui, je pense que ce que nous voyons à Gaza est la conséquence aussi de la lâcheté de la communauté internationale, parce qu'elle a permis une impunité totale à Israël depuis 75 ans. Si on avait arrêté Israël avec des sanctions en 67, en 82, en 2006, on ne serait pas arrivé aux horreurs qu'on voit aujourd'hui, qui sont sûrement parmi les pires qu'on a vues au monde. C'est ce que disent toutes les ONG humanitaires qui travaillent. Ils disent qu'on n'a jamais vu autant d'horreurs par rapport en particulier aux civils, aux femmes et aux enfants. Et donc, je me rappelle une phrase que j'aime beaucoup de mon ami Stéphane Hessel, qui n'est pas parmi nous, qui dit que dans son dernier livre, qui est un peu son témoignage, son testament, indignez-vous. Alors, indignez-vous. Merci beaucoup, Leïla. Du coup, Radijé, je m'adresse d'abord à, tu permets, Hugo,
on a envie de rentrer tout de suite dans cette histoire de cette unité du cinéma palestinien. Il y avait aussi d'autres groupes, mais vous êtes complètement impliqué en fait dans cette histoire. Comment c'est venu, comment c'est né, la volonté qu'il y avait derrière, et puis après comment ça fonctionnait également. Enfin voilà, peut-être pour commencer. Et puis j'ai d'autres questions derrière. مساء الخير. Bonsoir. الحقيقة حول الشعب الفلسطيني إنه حدثت المأساة الفلسطينية النكبة La tragédie palestinienne, النكبة, في مرحلة a commencé الأربعينات من القرن الماضي pendant وبدأت من العشرينات. Dans l'ancien siècle et elle a commencé dans les 20e année. وحتى الثورات القديمة للشعب الفلسطيني Et في même الثلاثينات les anciens والأربعينات révolutions palestiniennes qui ont commencé dans les années 30 et 40. لم يكن هنالك تطور في الصورة والسينما في Il تلك المرحلة. n'y avait pas de لتسجل développement كل هذه cinématographique الأحداث pour التي documenter حدثت. tous ces événements qui ont passé. وكان هذا أحد الدوافع اللي Et c'était une des raisons جعلت هؤلاء الشباب qu'ils ont poussé ces jeunes يكونوا يعني مهتمين بتعلم pour s'intéresser, pour apprendre à photographier, à filmer وتوثيق حياة et de commenter la الشعب vie الفلسطيني de la peuple palestinienne لإيصالها للعالم. pour que le monde entier soit témoin. لم تكن الصورة الفلسطينية قد وصلت للعالم في تلك المراحل. L'image palestinienne de l'époque n'est pas arrivée au monde. غياب، كان هنالك غياب. كان هنالك غياب للصورة الفلسطينية، وكان هذا يؤلم هؤلاء الشباب، ولذلك قرروا عندما حدثت مأساة 1967 حرب 67 وضاع بقية البلاد. Là, il est plancé, je ne peux pas oui. لازم تعيدي لأنه أنا بعمل فوري فلما أفكر بضيع. شفتي ترجمتي فورية. بعد لأنه بتضيع أفكاري إذا وقفت بصير أفكر. بعمل فوري. أوكي. من أجل التعتيم الذي كان قائم على صورة الشعب الفلسطيني وقضيته كانت مغيبة تماماً في العالم. Il y avait une absence de la cause palestinienne et l'image du peuple palestinien à cette époque-là. رغم كل المذابح التي حدثت في الأربعينات كما قالت زميلتي الأستاذة ليلى. Malgré tous les massacres qui sont passés, comme elle avait mentionné Leïla, ma collègue, ma camarade. إلا أن هذه الصور لم تصل للعالم. Mais tous ces photos des massacres n'ont pas arrivé au monde. وبقيت الصورة الفلسطينية Et l'image de غير Palestine ظاهرة. n'a pas été montrée au monde. من أجل ذلك هؤلاء الشباب وبدأت بهم سيدة امرأة أول مصورة سينمائية عربية كانت سلافة جاد الله الفتاة الفلسطينية. Il y avait la première fois, c'était une femme, Sulafa Jadallah. C'est la première femme qui a filmé cinématographiquement ce qui se passait dans la lutte des Palestiniens. التي اهتمت بأن تتعلم التصوير السينمائي رغم أنه لم يقبل المعهد تسجيلها في البداية. Elle était très intéressée par la photo cinématographique, par filmer, malgré l'interdiction de cette époque-là. C'était très rare qu'ils ont refusé qu'elle soit inscrite dans l'institut de film à l'époque. وبذلت جهود كبيرة لتقنع المعهد أن يسجلها. Elle a fait énormément d'efforts pour que l'institut l'accepte. لدرجة أن أساتذة في المعهد قالوا لها لا يوجد مصورات سينمائيات يا ابنتي في العالم. Ses profs, ils l'ont dit, mais il n'existe pas de femmes cinéastes qui filment, même dans le monde. ربما
تعرفوا أن المعدات السينمائية التي كان يتم بها التصوير وتسجيل الأفلام كانت ثقيلة وكبيرة. Parce que tous les moyens pour filmer, les caméras et l'équipement pour filmer, ils étaient lourds. لكن سلافة أصرت أن تتعلم. Mais Sulafa, elle a insisté pour apprendre. وعندما قبلوها بصعوبة كانت أولى دفعتها. C'était la première à sa promotion. وكانت هي الأولى البذرة الأولى في قصة السينما الفلسطينية. Et c'était la première graine dans le cinéma palestinien. عام 67 تكررت المأساة. 67, la tragédie continue et se répète. وتخرج هؤلاء الشباب في ذلك الوقت. Et tous ces jeunes, ils se sont graduated. شباب متعلمين مثقفين. C'est des jeunes très intellectuels, cultivés. وكان عدد المخرجين في العالم أو في بلادنا العربية يعد على أصابع تقريبا. Et c'était très rare, il n'y avait pas beaucoup de réalisateurs dans le monde arabe à cette époque-là. لكنهم بدلا من أن يفعلوا يعني يتباهوا بمهنتهم التي حصلوا عليها ذهبوا للانضمام إلى الفدائيين والمقاتلين الفلسطينيين التي أعلنت ثورتهم عام 67 وكانوا يعملوا سريا قبل ذلك بعامين. Au lieu de se vanter ou parler d'eux-mêmes ou de leur victoire, de leur réussite dans le monde du cinéma, ils ont préféré d'aller filmer les fidaïs et les batailles, et le bataille qui commençait après 67. طبعا الفدائيين والثورة لم يكن لديهم فكرة على التصوير. كان عندهم إعلام يكتبوا بالصحف أو يكتبوا أو أصدروا صحيفة ومجلات لكن لم يكن لديهم فكرة عن هذا فقالوا لهم يمكن. Bien sûr qu'il y avait les Fédaïs, à cette époque-là, ils n'avaient aucune connaissance dans les témoignages cinématographiques ou filmés. Et donc, ils publiaient toutes leurs actions armées ou leurs actions rebelles dans les journaux, plus dans les journaux. Ils établissaient un journal, par exemple. فبدأوا قالوا ابدأوا بالمتوفر ليس لدينا إمكانيات لنحضر أدوات السينما ولكن ابدأوا بالمتوفر ما يمكن. Donc ils ont commencé avec leurs propres moyens, les petits moyens. Il n'y avait pas beaucoup de moyens cinématographiques pour filmer, par exemple, des équipements et tout ça. أحب أحكي هذه الحوادث لأنها هي الدافع الذي جعلني أعمل 12 عاماً حتى أحفظ عملهم. Et c'est pour ça m'a pris 12 ans pour sauvegarder leurs travaux. بدأوا التصوير بكاميراتهم الخاصة. Ils ont commencé à filmer par leur propre caméra personnelle. يجففون الصور على جهاز يعمل بالكيروسين. Et ils séchaient les images avec une machine qui travaillait avec le kérosène. وهكذا بدأوا. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. وكانت أول صور تصدر عن أول معركة خاضتها الثورة الفلسطينية مع الإسرائيليين وصمدت فيها حوالي 20 ساعة. Et la première fois qu'ils ont filmé une bataille qui a duré pendant 20 heures, تخرج للعالم, et qui a commencé à se montrer au monde. وبدأ الصحافة تهجم تبحث عن من هؤلاء الفدائيين الذين صمدوا أمام الفدائي الفلسطيني كل هذا. Et les journaux commencent soudainement à s'intéresser à ces fidaïs qui ont résisté pendant 20 heures dans leur bataille. حتى أنهم لم يتمكنوا من سحب آلياتهم من المعركة. Et ils ont même pas, l'ennemi n'a pas réussi à retirer ses armes et ses militaires de cette bataille, durant cette bataille. كانت هذه حادثة فارقة لتشعر الثورة بأهمية الصورة وليرى العالم أهمية المقاتل الفلسطيني ولماذا يقاتل ويرى صورته على الحقيقة. Et c'est là on a commencé la révolution, les révolutionnaires palestiniens de cette époque, ils ont commencé à prendre connaissance de l'importance de l'image et de filmer l'image cinématographique pour montrer au monde leur lutte armée. بعد ذلك شعرت أنا كنت أعرفهم بحكم علاقتي بمصطفى. Je les connaissais grâce à Mustafa, grâce à ma relation avec Mustafa.
أذهب لزيارتهم ومعاونتهم أحيانا. Et je suis allée les aider parfois. وسمعتهم من البداية وهم يقولون نريد أن نوثق كل شيء يحدث. Et je les ai entendu dire, il faut qu'on documente tout, il faut qu'on enregistre tout. لأننا لم نجد شيئا موجودا عن تاريخ هذه القضية في الأعوام الماضية. Car nous n'avons rien trouvé sur les années passées, sur la révolution, la lutte palestinienne dans les années passées. تقريبا كانوا يصوروا كل ما يحدث. بدأوا بالعمليات العسكرية. Ils ont filmé tout, en commençant par les actions militaires, les opérations militaires, بالعدوان الذي يحدث على قواعد الثورة. en contre-attaque de leurs bases révolutionnaires. ثم بالنشاطات التي بدأت الثورة تقوم بها. Les activités que la révolution commençait à entreprendre. اجتماعية وثقافية Sociale, وسياسية. culturelle, politique. كل شيء. Tout. واستمروا في هذا العمل حتى في عام 1970. Ils ont continué jusqu'à 1970. عندما حدث الاشتباك بين الفلسطينيين المقاومة الفلسطينية أو الثورة كما كانت تسمى والجيش الأردني. Ils ont filmé aussi l'affrontation, jusqu'à l'affrontation en 1970 entre l'armée jordanienne et les révolutionnaires palestiniens. تم تصوير كل ما يحدث. Ils ont tout filmé aussi. واستمرت هذه العملية فيما بعد على طوال أعوام السبعينات والثمانينات وكم Ils ont continué durant les années 70-80. تعرضت فيها الثورة لكثير من النزوح من مكان إلى مكان. Ils ont filmé tous les exodes des Palestiniens, les déplacements des peuples palestiniens d'un endroit à l'autre. وخاضت حروب لاستمرار النضال لتستمر في النضال. Et toutes les guerres qu'ils ont subies en continuant à lutter. في لبنان. Au Liban. وفي الاجتياحات الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان أيضا Et عندما. toutes les invasions des Israéliens au Liban, dans le sud du Liban. عندما انتقلت إلى لبنان. Quand ils se sont bougés, ils ont mobilisé au Liban. في هذه المرحلة بدأت تنتج أفلاما. À cette époque, ils ont commencé à produire des films. هي في الحقيقة في 69. C'était en 69. أن تشتري لهم آلة تصوير سينمائي En 1969, ils ont commencé la révolution palestinienne. Il a permis de financer leur première caméra, leur premier équipement professionnel. Plus de documentation et aussi diffuser les images. Ils ont commencé à produire des films. Premier film qu'ils ont produit, c'était en 1969. Après, ils ont fait des films 70, 72. Et tous ces films, ils ont enregistré toute l'étape de cette lutte palestinienne. Et toutes les guerres qu'ils ont été contre eux. Pendant toute cette époque des 70. Jusqu'à 1982. 800 000 soldats israéliens, ils ont envahi le Liban. Ce n'était pas la première invasion, mais c'était le plus grand, plus important. 800 000 soldats israéliens, ils ont envahi le sud du Liban. Ils ont assiégé la résistance palestinienne et ses bases à Beyrouth. Et c'était une bataille qui ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. 350 000 soldats qui ont assiégé l'ouest de Beyrouth. وهي مساحتها يمكن 1 على 20 أو 30 من مساحة قطاع غزة. 1 ou 20% de superficie de Gaza. بقصف جوي وبحري avec le bombardement maritime, bombardement terrestre et la mer et la terre.
مع قطع الماء والكهرباء والغذاء. en coupant l'électricité, l'eau et la nourriture. لكن المقاومة في ذلك الوقت Mais la كانت lutte durant cette époque, تستعد لذلك. il يعني était préparé à ça. لم تحدث المجاعة كما يحدث الآن. C'était pas la famine, ils n'étaient pas comme aujourd'hui. وتمت يعني كان في احتياطات. المقاومة كانت Ils قيادتها étaient موجودة. toujours à l'armée, ils étaient toujours préparés. كذا ما أعرف كان هنالك تموين مخبأ ل6 أشهر. Il y avait aussi des réserves qui étaient cachées يستطيعوا أن يصمدوا حتى 6 pour أشهر. qu'elles puissent durer dans le temps ويستطيعوا أن يستمروا في et المقاومة. pour qu'elles continuent à résister. ولم lutter. يتمكن الجيش الإسرائيلي من اجتياح بيروت الغربية على مدى 82 عاما. Pendant 92 ans, l'armée israélienne, 80, pardon, elle a dit 82 jours, l'armée israélienne n'a pas pu conquérir l'ouest de Beyrouth grâce à cette préparation de ولكن تم résistants. التوصل بعد كل هذه المعركة. تم التوصل لخروج المقاومة من لبنان. Mais suite à ça, la résistance palestinienne, ils sont été obligés de quitter le Liban. وكان هذا الرحيل الثاني Et c'était أيضا. le deuxième exode de la résistance palestinienne. وكان لدينا départ. في مؤسسة السينما On avait dans l'Institut des cinémas مواد des matériels توثق لكل المرحلة Matériel. التي خاضتها المقاومة. qui témoignaient à toutes ces époques de lutte et résistance palestinienne. كنا نوثق حتى افتتاح روضة في مخيم Même s'il y avait une ouverture d'une crèche, on témoignait ça et on les filmait. ومظاهرة Et même une manifestation. أو اعتصام عند صليب أحمر. Et même si c'est une soutien devant le Croix-Rouge, pardon, la Croix-Rouge. والحرب التي تدور أو Et المعارك التي toute bataille, يخوضوها. toute guerre, on a documenté ça. كان الأرشيف كبيرا لدرجة L'archive, il était très يصعب grand. نقله. Qu'on ne peut même pas les déplacer tellement il était important. طبعا هذا ما كانش أرشيف، كان وثائق، ولكن C'était pas vraiment d'archives, c'était des بدأت أنا documentations. بتصنيفه Mais moi, j'ai وتحويله إلى commencé à أرشيف. les trier, à les transformer en archives. وكان أيضا عندنا قسم للأفلام، On avait une unité de films. ولذلك كان اسم هذا الدائرة Et, الأرشيف والسينماتيك. et du coup, on a appelé ça l'archive et la cinémathèque. كان عندي 90 فيلم J'avais 90 films. من أفلامنا وأفلام كل التنظيمات الفلسطينية التي أصدرت أفلام، De nos films à nous et d'autres partis politiques ومن palestiniens. أفلام الثورات الصديقة التي كنا aussi- نتبادل معها Et الأفلام. aussi d'autres révolutionnaires qu'on faisait des échanges avec eux. من فيتنام، Vietnam, الصين، Chine, الحرب الروسية والاتحاد السوفيتي، la Russie كل et les soviets. من كوبا، Cuba, من نيكاراغوا، Nicaragua. كان لنا أصدقاء في Tous nos حركات amis الثورة في qui étaient العالم. révolutionnaires à l'international. وبدأت تأتي يعني الشباب هؤلاء المخرجين، أصبح عندنا مجموعة من المخرجين ومجموعة réalisateurs. من المصورين. Tous ces groupes de réalisateurs, أصبح لدينا فريق يصور ça s'est الأحداث développé de اليومية، plus. فريق يعمل جريدة مصورة، On avait une équipe qui filmait tout ce qui s'est passé وفريق quotidiennement يعد أفلام، et une équipe qui préparait les films, qui faisait des films. ويساعد المخرجين الذين يأتون من جميع أنحاء Il العالم était- ليعدوا أفلام عن القضية. Et il aidait les autres réalisateurs qui venaient de l'étranger pour les aider à filmer et faire des films sur la cause palestinienne. بعد أن كان المخرجين الفلسطينيين يخرجوا إلى المهرجانات، بدأوا مخرجين آخرين يروا هذه الأفلام ويكتشفوا القضية ويأتوا ليعملوا. Nos réalisateurs, ils commençaient à participer au festival de films et ça faisait connaître nos travaux. للأسف لم نتمكن من إخراج هذا الأرشيف، Malheureusement, on n'a pas pu sauver cette archive. وتم حصول على حماية له من السفارة الفرنسية. Et l'ambassade de France, elle a pu protéger cette archive. وخرجت المقاومة وتركته في حماية السفارة. Du coup, la résistance palestinienne, ils ont quitté le Liban, mais ils ont laissé l'archive sous la protection de l'ambassade de France. صداقتنا مع فرنسا في السينما Parce que, قديمة. parce que nos amitiés avec la France concernant les cinémas datent de longtemps. لكن الأحداث تطورت في لبنان
Mais le Liban, il y a beaucoup d'événements qui sont passés. أغلقت جميع السفارات في عام 1985 و 86. 85, tous les ambassades, ils sont fermés. في هذه Et المرحلة 86. كان هنالك حصار أيضا للمخيمات Il y avait الفلسطينية aussi في des بيروت il y avait aussi ولبنان. des sièges. Tous les camps de réfugiés des Palestiniens là-bas et au Beyrouth, ils في étaient هذه assiégés. المرحلة فقد الأرشيف. Et durant cet siège et tous ces développements, toute cette régression de la situation au Liban, on a perdu l'archive. والشباب اللي أنا كنت على تواصل معهم أعرف ماذا يحدث معهم. Et les jeunes avec qui j'avais de contact pour savoir comment ça se passe, ils étaient emprisonnés. ولما خرجوا من السجن لم يجدوا الأرشيف Et في quand ils مكانه. sont sortis des prisons, ils n'ont pas trouvé l'archive là où ils les gardaient. لم نتمكن في ذلك الوقت من إخراجه أيضا. Nous n'avons pas pu les كانت sortir à cette الأحداث époque-là. صعبة جداً في C'était très لبنان. compliqué au Liban. وكل ما نتفق على طريقة تفشل ونحاول مرة أخرى. Et tous nos essais, ils ont eu l'échec. Ils ont échoué, pardon. المهم أننا فقدنا الأرشيف ولم نتمكن أيضا من البحث عنه في ذلك المرحلة. Nous avons لا perdu نعرف أين l'archive نضعه. et nous n'avons pas su les chercher parce qu'on ne sait pas où on les trouve. لا نعرف أين نضعه. وهنا عندما دخلت المقاومة الفلسطينية إلى فلسطين على أثر الاتفاقية التي حدثت ب 1993. 93, quand il y avait l'agrément pour que la résistance palestinienne est revenue en Palestine, أعاد مصطفى تأسيس جماعة سينما في رام الله. Mustapha il a refondé le groupe cinéma à nouveau, une fondation cinématographique à Ramallah. وهو كان مدير هذه Il السينما. était le président de cet institut. وأنا سهوت عن أنه أذكر كيف كان هو وهاني أيضا مع سلافة. Et j'ai pas parlé de sa relation avec Hani et Soulafa. المهم الآن البحث عن الأرشيف كان مش مهمة سهلة. Maintenant, chercher ou trouver l'archive, c'était pas une mission facile. لأن بدأت تأتينا أخبار بأن الجيش الإسرائيلي توصل له ويعتبره زي غنيمة حرب. Nous avons su plus tard que l'armée israélienne est là voler l'archive. ولا حتى لا يسمح للمؤرخين والباحثين أن يدخلوا Et pour إليه. pas que les chercheurs ou l'historien trouvent cette archive, فلم يكن أمامنا إلا فكرة إعادة بناء السينماتيك du coup, nous avons pensé à réétablir une cinémathèque. وجمع الأفلام التي كنا نوزعها. Et nous avons commencé à regrouper tous les films qu'on avait diffusés à l'époque. وبعد وفاة مصطفى Après la mort de Mustafa واستشهاد هاني et Hani وسلافة et Soulafa qui ont été بقي assassinés. عدد من الشباب المصورين والمخرجين ولكن لأني كنت أنا معاصرة للموضوع من البداية ومسؤولة القسم هذا. J'étais vraiment, j'ai suivi tout ça, tous ces mouvements-là de leur fondation cinématographique depuis le كان début. قدري أن أنا أكون C'était mon الباحث destin عنه. que c'est moi qui vais chercher cette archive. وتم عملية البحث وتوصلنا Et وهي je- عملية صعبة سنتحدث عنها فيما C'était بعد. une mission très difficile et compliquée et on va parler de ça plus tard. مهمة شاقة جدا. C'est une mission très difficile, بعد très laborieuse. 35 عام Après 35 ans, مرور 35 عام après 35 ans passés, في أكثر من بلد et dans plusieurs pays, عبر العلاقات مع قوى صديقة كانت à travers des contacts, des amis, des camarades, مكاتب اتحاداتنا الطلابية ومكاتب des المنظمة bureaux d'étudiants, des comités d'étudiantes, الأصدقاء المخرجين de الأجانب. réalisateurs camarades, de réalisateurs كنا- qui sont palestiniens et pas palestiniens. حتى تمكنت من J'ai pu الحصول على ما يمكن أن نقول trouver ce أنه que je من peux appeler. أفلامنا كمؤسسة للسينما Parce que c'est des films que nous avons, 80% من أفلامنا nous avons produits et filmés. 80% c'est de nos بس films من à nous. الأفلام التي أنتجت في مرحلة الثورة Mais أقل يعني من الأفلام الأخرى حصلت على ما يعادل يمكن 25-30% منها d'autres films, j'ai réussi à avoir 30% de ces films. ولكنها موجودة عند أصحابها
mais c'était beaucoup, le nombre est beaucoup moins important. تمكنوا من إخراجها هم لأنها كل واحد عمل 6 أفلام 5 Parce qu'il y en a qui faisaient 6 films, 3 films. Nous avons fait plus de films, hein, notre unité de films palestiniens. باختصار كانت رحلة مجنونة. C'était une voyage folle. عشان تلاقي آلات بتعرض هاي الأفلام. Pour trouver des équipements pour exposer ces films. Et les transférer d'un pays à l'autre, même en mission diplomatique. Trouver un partenaire pour sauvegarder ces films. C'était aussi difficile pour moi. J'ai contacté Madrid, Paris, Morocco, Algérie. Et finalement, je suis arrivée à Toulouse. Est-ce que, je ne sais pas, peut-être Radija ou peut-être Hugo, j'ai une question sur sur l'aspect révolutionnaire en fait de ces films et donc de ce cinéma militant qui est à la fois qui veut s'inscrire dans une lutte révolutionnaire, mais aussi dans une forme révolutionnaire, et en quoi ou d'où venait, s'il y avait une inspiration ou pas dans cette forme révolutionnaire, et comment et quel était le dialogue, alors je veux dire, avec les autorités politiques, alors que ce soit ou le Fatah ou l'OLP, parce que c'est toujours difficile quand on est dans une idée, disons, de révolutionnaire artistiquement et un objectif et un but politique. On n'a pas forcément comment dire, la manière d'y arriver ne concorde pas forcément. Je ne sais pas si... Une réponse ? Je peux commencer, puis je laisserai Khadija compléter. Alors, donc, quand on parle du cinéma de la révolution palestinienne... C'est bon là ? Oui. Quand on parle du cinéma de la révolution palestinienne, en fait, on parle donc essentiellement d'un cinéma qui est produit par les organisations de la lutte palestinienne. Donc l'Organisation de libération de la Palestine, le FAT, le Front populaire de libération de la Palestine, le Front démocratique. Et donc, il y a une question qui vient, c'est bien sûr celle du rapport aux politiques. Il s'agit d'un cinéma militant, est-ce qu'il s'agit d'un cinéma de propagande ? Et je pense que pour comprendre la position de ces cinéastes, il faut recontextualiser ce cinéma dans la période à laquelle il appartient, à l'échelle de l'histoire mondiale et à l'échelle du cinéma mondial. Et en fait, on est dans une période où dans le monde entier, il y a des mouvements révolutionnaires qui naissent, des mouvements anti-impérialistes, en Amérique latine, donc au Chili, à Cuba, au Vietnam, dans le monde arabe. On a eu récemment, à ce moment-là, la lutte des Algériens. Et systématiquement, ces mouvements sont réprimés très souvent par les États-Unis. Donc d'abord réprimés militairement, mais ces mouvements sont aussi réprimés culturellement. Et le bras armé culturel des États-Unis, c'est Hollywood. Et en fait, naissent à ce moment-là, d'abord en Amérique latine d'ailleurs, mais aussi au Vietnam, des mouvements de cinéastes qui veulent fonder un cinéma qui ne réponde pas au code d'Hollywood et qui s'oppose à Hollywood. Un cinéma qui soit un cinéma révolutionnaire et donc un cinéma qui soit en rapport avec les institutions révolutionnaires. L'idée, c'est de pouvoir se représenter soi-même. Si soi-même on est pris dans ce mouvement révolutionnaire, si on est convaincu par ce mouvement révolutionnaire, eh ben, on va se représenter en relation avec ces organisations politiques. Et alors, plus qu'une nouvelle esthétique, plus que de nouvelles manières de filmer, ce qui apparaît, c'est une nouvelle manière de considérer le cinéma. C'est-à-dire qu'on considère plus que le cinéma est un art séparé de la vie. On considère que le cinéma fait partie de la vie, il fait donc partie de la lutte, et que faire du cinéma, c'est lutter.
Et donc, en représentant la lutte, en représentant les mouvements politiques, c'est comme ça qu'on va avoir une nouvelle arme, une arme culturelle pour pouvoir lutter. Et donc, il y a, à la fin des années 50, il y a un cinéma cubain qui apparaît déjà vraiment au même moment que la révolution cubaine. En Argentine aussi, dans les années 60, on a ce mouvement qui émerge. Au Vietnam également. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les cinéastes palestiniens qui créent l'unité cinéma, ils ont conscience de l'existence de ces mouvements, et très vite, ils vont essayer de s'organiser pour pouvoir échanger avec les cinéastes révolutionnaires du monde entier. Et donc, on a, à la fin des années 60, des premiers cinéastes du monde entier qui prennent connaissance de l'existence de la lutte palestinienne, des Fedaïn, etc., et qui veulent venir documenter cette lutte palestinienne. Et donc ils vont venir en Jordanie, et des personnes comme Mustafa Abou Ali ou d'autres qui appartiennent à l'unité cinéma ou à d'autres groupes cinématographiques palestiniens vont accompagner ces cinéastes qui viennent. Et par là, il y a des idées qui vont passer, certaines conceptions du cinéma qui vont s'échanger. Et très rapidement, au début des années 70, principalement Mustafa Abou Ali va vouloir organiser le cinéma palestinien de telle sorte qu'il puisse trouver des lieux d'échange concrets avec les cinéastes révolutionnaires du monde entier. Et ça va se faire dans des festivals, ça va se faire dans un festival à Damas, dans un festival à Bagdad, ça va se faire aux Journées cinématographiques de Carthage, après ça va se faire aussi à Leipzig, en Allemagne de l'Est. Et on va tisser des liens de solidarité avec tous ces cinéastes révolutionnaires. Et par là, on va essayer de fonder une sorte d'international du cinéma militant, qui est régi par des règles nouvelles, par des esthétiques nouvelles. Alors, sur le plan esthétique, qu'est-ce qui se passe ? L'idée, c'est de créer des représentations nouvelles pour représenter notre lutte. Dans le cinéma palestinien, on le voit, on va le voir surtout avec le troisième film de ce soir, c'est une manière de filmer les combattants, une manière de filmer le lien aussi entre la population civile, les camps de réfugiés et les combattants. Il y a un film aussi que je trouve très intéressant dans la programmation qui viendra demain, mais donc je vais en dire un tout petit mot, que je trouve très intéressant sur le plan esthétique. Un film que je trouve très intéressant sur le plan esthétique, c'est le film de Mustafa Abou Ali, Scène d'occupation à Gaza. Alors, l'histoire de ce film est intéressante parce que c'est aussi une histoire de solidarité. En fait, Mustafa Abou Ali veut faire un film sur la résistance à Gaza. Malheureusement, il ne peut pas aller à Gaza, bien sûr, puisqu'il est au Liban, et c'est la guerre. Et donc, comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir parler de Gaza ? Et bien, en fait, il y a des camarades français qui vont tomber sur un reportage qui a été filmé par l'ORTF sur Gaza, qui était intitulé Gaza, une drôle de paix. Donc on était déjà dans des jeux sur les mots de cette sorte-là. Et donc ces camarades français vont récupérer ce film, l'envoyer au Liban à Mustafa Abou Ali. Et celui-ci, en voyant ce film, il va se dire, bon, je ne peux pas le montrer comme ça, parce que c'est pas comme ça que je veux représenter Gaza, moi je veux représenter la résistance de Gaza. Et il va jouer sur le montage, sur le son, pour transformer cette matière première, qui est le film de l'ORTF, pour en faire un vrai film sur la résistance de Gaza. Donc je trouve que c'est le film qui représente le mieux cette esthétique nouvelle, qui est vraiment une esthétique de lutte, une esthétique qui va contre la manière dont on représentait les Palestiniens auparavant. Et contre la manière dont les cinémas qu'on voit comme des cinémas anciens représentaient les luttes politiques. J'ai une autre question, en fait, c'est la question de la diffusion. Parce que là, tu viens de dire, Pierre Adigé, vous disiez aussi que donc c'est des films qui sont faits pour être montrés, pour montrer finalement que la Palestine existe, que les Palestiniens existent au monde, ailleurs, aux étrangers.
Et ma question, c'est est-ce que ces films étaient également diffusés dans les camps? Est-ce que c'était des films qui étaient uniquement pensés pour un public extérieur et pour les sensibiliser à la lutte, mais est-ce que c'était pas aussi des films qui pouvaient être destinés à un public, disons, intérieur, aux Palestiniens et Palestiniennes eux-mêmes, et qui pour leur redonner existence, parce que c'est pas simplement de se représenter pour un extérieur, pour des étrangers, mais c'est quelque part aussi se représenter soi-même après des décennies d'humiliation. Du coup, comment ça fonctionnait au niveau de la diffusion? Alors, ça évolue dans le temps, mais pour au moins les premières années de ce cinéma, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de montrer des films dans les camps, mais il s'agit de faire un cinéma qui soit informé par ce qu'on a montré dans les camps. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on va avoir des premières projections qui vont être faites d'abord devant les personnels politiques, mais ensuite devant les réfugiés dans les camps. Et les cinéastes palestiniens vont distribuer des questionnaires aux gens. Et ils vont leur demander de leur renvoyer. Ils vont aussi discuter, comme on le fait ici au Festival Ciné Palestine après les films, pour avoir l'avis des gens et leur demander ce qu'ils en pensent, leur demander s'ils se sentent représentés par ces films. Et ça a donné des changements d'esthétique. Par exemple, le deuxième film qui a été réalisé par ce groupe, l'Unité Cinéma, qui s'appelait... mince, j'ai un trou. Radi, j'avais pas de date. Le deuxième film. Non. Mais ça me reviendra. Bref. Donc, ils avaient fait un premier film. Non. Mais bref, ils avaient fait un film où il y avait une part de représentation symbolique. C'était un film qui reprenait les événements de Septembre Noir, donc la répression par le roi Hussein de la révolution palestinienne en Jordanie. Et ils avaient fait une sorte de scénette où il y avait certains personnages qui représentaient les régimes réactionnaires arabes, certains personnages qui représentaient Israël, et c'était très symbolique. Et en fait, quand ils ont montré ça au public, les gens ont dit que ils n'aimaient pas ou bien ils comprenaient pas pourquoi on les représentait comme ça, que la réalité suffisait, que peut-être une esthétique plus réaliste suffisait à les représenter. Et donc ils ont transformé leur cinéma par la suite pour en faire quelque chose de plus réaliste, de plus documentaire, de moins symbolique. Donc l'idée c'est que il s'agissait non seulement de montrer ces films pour montrer une nouvelle image de ce qu'étaient les Palestiniens aux réfugiés, mais il s'agissait également de récupérer de leur retour, de récupérer leurs impressions pour que ce cinéma ressemble le plus possible aux Palestiniens eux-mêmes. Radigé, du coup, vous confirmez, vous avez peut-être d'autres choses à ajouter sur cette question de la diffusion et de la représentation des films pour qui? Pour l'extérieur, et de ce côté work in progress finalement dans la production, diffusion. هو يعني كان صعب واحد يدخل بالتفاصيل. هم كان الفكرة تبع المجموعة إنه بيعملوا سينما للشعب. Ce cinéma a été créé pour le peuple. Parce que le peuple n'avait pas connaissance de ce qui se passe autour de lui. Chaque film était présenté premièrement au peuple palestinien et dans les camps. Et dans les bases militaires et armées de Fidaïyin. Et nous avons projeté nos films à nous et d'autres révolutions internationales.
Parce que nous voulions que le peuple voit lui-même sa présentation dans ces films-là. Et il y avait des succès de ces films auprès du peuple. يعني هي السينما بالأساس تكوين السينما كفن هو تكوين ساحر ومؤثر لأنه بيقدم الصورة والكلمة واللحن وبيوصل لوجدان الإنسان مش بس يعني بياخد معلومات في موسيقى وفي كلمة وفي. Dans les cinémas, il n'y a pas que l'image, il y a aussi le son, il y a aussi la musique, il y a aussi les paroles, il y a aussi les commentaires. Et tout ça, c'est pas que pour l'image, c'est aussi pour le toucher l'émotion aussi. وكان لها أيضا صدى في المهرجانات لما كانت تعرض تجذب كثير ناس يجوا يعملوا أفلام. Il a eu beaucoup de succès aussi quand elle participait au festival aussi. Et du coup, ça poussait les gens à venir aussi faire des films avec nous. في الوقت الحالي في حوالي ما لا يقل عن 1500 فيلم 1500 films actuellement. Ils sont sur la cause palestinienne, en dehors des films que nous avons faits. Des réalisateurs de partout dans le monde. والآن أي مجموعة في العالم بدها تحكي عن القضية الفلسطينية أو تتضامن مع الشعب الفلسطيني بتستخدم الأفلام. Et beaucoup de mouvements solidaires avec la Palestine utilisent ces films. يوجد حوالي 30 مهرجان وملتقى للأفلام الفلسطينية. Il y a environ 30 festivals qui concernent le cinéma palestinien et des conférences. حاليا الآن عم بيطلبوا كثير أفلام بتشابه أحداث غزة. Et en ce moment, ils demandent beaucoup de films qui ressemblent à celles de Gaza. C'est surtout les films qui t'a parlé, Hugo, les scènes d'occupation à Gaza. Il y a un film sur les enfants. Et les enfants palestiniens, un film que moi-même j'ai réalisé sur l'absence de droits à l'enfance chez les enfants palestiniens. Les droits d'enfants. Et un massacre, un génocide aussi. 1974 au Liban. Un film sur un camp de réfugiés Nabatiya au sud du Liban qui n'existe plus, qu'ils l'ont rasé complètement. Qui l'ont détruit complètement. Durant les bombardements. وبرضه أخذوا رهائن وأرادوا أن يبادلوهم وتم قصفهم هم والرهائن. Ils ont pris aussi les otages. Ils ont aussi, c'était en vengeance de la résistance palestinienne dans les territoires palestiniens. Du coup, ils ont bombardé ces camps, ils l'ont rasé complètement, comme ça se passe aujourd'hui. Est-ce que, en fait, c'est déjà quasiment, on est arrivé au bout. Je ne sais pas si le temps pour une question, si vous savez. Je suis désolé de dire ça comme ça. Alors, on est déjà. Tiens pas. Merci beaucoup. C'est pas une question, c'est juste en rajouter sur le contexte des années 70. Il faut quand même pas oublier qu'on est dans un moment de reprise en main de leur destin par les Palestiniens, par les mouvements armés. Le moment où on renverse la Nakba par la Saoura, le moment où on donne une autre image au monde. Il y a vraiment là un tournant majeur, hein, indépendamment même des contenus et de la qualité ou pas de la qualité des films. Hein. C'est vraiment un moment où ce qui est au fond l'enjeu pour les Palestiniens, c'est-à-dire fabriquer leur propre histoire, la montrer comme telle eux-mêmes, reprendre en main leur destin. Ces films-là sont les premiers films faits après une espèce de temps de latence où entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et 1967, au fond, les Palestiniens avaient complètement disparu. Donc c'est une reprise en main de leur destin et ils fabriquent leur propre image de leur propre histoire. Et ils authentifient leur propre existence. Donc je crois qu'il faut insister là-dessus. Bon, merci beaucoup en tout cas à tous les intervenants pour cette richesse. Ouais. Moi, je veux bien dire un dernier mot, c'est que Khadija, le travail qu'elle a fait, qu'elle a accompli, c'est un travail qui est vraiment titanesque. Il a fallu plus de 10 ans pour retrouver tous ces films.
pas loin de 10 ans pour parvenir à trouver le financement et l'institution pour les faire conserver dans de bonnes conditions. Et merci à la Cinémathèque de Toulouse d'avoir fait ce travail aussi. Et en fait, ce travail qu'elle a mené, il nous oblige, nous, c'est qui ? C'est nous les chercheurs déjà, les conservateurs aussi, les programmateurs, les cinéastes. Il nous oblige en fait, ce travail qu'elle a mené, à nous mettre à notre tour au travail. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à faire avec ce fonds ? Premièrement, le rendre accessible à la recherche pour qu'il puisse être utile à l'écriture de l'histoire. Il faut continuer le travail de catalogage qui a été déjà mené par la Cinémathèque de Toulouse, d'écrire précisément le contenu des films, les événements que chaque film documente, etc. Il faut cataloguer aussi, je pense, la manière dont ces films ont été retrouvés, qui les a récupérés, pourquoi est-ce qu'ils se trouvaient là, quels usages est-ce que ceux qui les avaient en ont fait, en fait, pour essayer d'écrire aussi une histoire de la solidarité avec la Palestine, parce qu'elle est centrale dans l'histoire des Palestiniens. Il faut aussi traduire ces catalogues en anglais, en arabe, parce que aujourd'hui, la recherche est internationale, on ne peut pas se passer du regard de l'expertise des nombreux chercheurs et chercheuses qui s'intéressent à ce cinéma depuis des universités aux États-Unis, dans différents pays arabes, en Amérique latine aussi. Il faut faire connaître ce fonds dans le monde de la recherche, enfin, en écrivant des articles qui vont à la fois décrire ce fonds et démontrer l'intérêt qu'il peut avoir pour les chercheurs du monde entier. Et enfin, il faut enseigner ce cinéma dans les universités, ainsi que d'autres cinémas qui participent de ce mouvement des cinémas anti-impérialistes qui a émergé dans les années 60 jusqu'aux années 80. L'enseigner, de même qu'on enseigne des mouvements cinématographiques comme la Nouvelle Vague ou comme le néoréalisme italien, c'est un cinéma qui a sa place dans les études cinématographiques, qui a sa place dans l'histoire, et pour cela il faut se mettre au travail. Autre partie du travail qui nous reste à accomplir, c'est de rendre ces films visibles du grand public. Donc il y a forcément un travail de restauration qui est nécessaire, pour lequel on doit d'abord trouver bien sûr des financements. Donc il faudra d'abord établir les besoins, quels films on choisit, quels films on restaure, mais il faudra aussi trouver les moyens de les financer, puis lancer des travaux de restauration numérique. Il faudra s'accorder aussi sur une structure, sur une structure juridique qui permette de programmer ces films, de les faire circuler. Il faudra trouver enfin les moyens de les promouvoir, que les programmateurs sachent aient l'idée de montrer ces films et sachent ce qu'il y a dedans. Et enfin, une dernière chose, je pense qu'il est essentiel de permettre à des cinéastes contemporains de prendre en main eux-mêmes ce cinéma, palestinien ou autre. Il y a un critique, un théoricien du cinéma, du documentaire plus précisément, qui s'appelle François Ninet, qui écrivait en général à propos des archives audiovisuelles, pour qui n'a pas de questions à leur poser, les archives ne sont qu'une mémoire morte et muette, pas de documents sans questionnement. En fait, il faut que ces archives elles puissent être reprises par les artistes d'aujourd'hui pour que ces artistes puissent leur poser des questions sur les images elles-mêmes, mais aussi des questions sur la manière dont on perçoit cette révolution palestinienne 50 ans après. Et également des questions qui seraient plus contemporaines, sur lesquelles notre regard pourrait être renouvelé grâce à la découverte de ces archives. Donc merci Khadijeh pour le travail qui a été accompli, et je suis sûr que ce travail n'est pas fini pour vous. Et maintenant, c'est à nous de prendre le relais. Vous n'êtes plus seuls pour faire ce travail, et j'espère qu'on sera nombreux à prendre le relais.